Merci tout d'abord à Jihan pour cette invitation amicale. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue et puis c'est aussi une occasion d'être à Bruxelles, une ville qui est toujours agréable. Et merci à l'université donc de nous accueillir. En fait, si j'ai bien compris la division du travail entre les deux tables rondes, nous allons peut-être maintenant essayer d'avoir, à partir de ce qui a été dit tout à l'heure par Salam et Thomas, qui était une vision au plus proche en fait du terrain, essayer peut-être de voir ce qui se dessine autour de la Syrie comme à la fois enjeu diplomatique et peut-être perspective de solution avec disons, toute la mesure et le scepticisme que laissait entendre Thomas à la fin de son propos et que je partage, c'est-à-dire les chances d'une sortie négociée dans les conditions actuelles. Donc c'est un peu cela qu'on va essayer de faire. Et pour ma part, j'avais dit à Jihan qu'en fait, je parlerai justement essentiellement des conditions, des circonstances et des paramètres de cette fameuse conférence de Genève 2, qui en fait est un faux Genève 2 puisqu'il se déroule à Montreux, mais appelons-le Genève 2 maintenant par commodité. Mais pour ce faire, je voudrais amplifier, reprendre quelques points qui ont déjà été évoqués par mes deux amis tout à l'heure, les reprendre pour essayer de les mettre peut-être dans cette perspective justement de la construction politique d'une solution. Alors moi, pour le coup, je vais essayer, mais vraiment en me forçant, à être le plus, entre guillemets, scientifique possible, le plus objectif possible, parce qu'aussi, je ne peux pas me détacher par rapport à une réalité qui nous poursuit tous les jours et qui nous fait mal, mais en essayant d'ordonner les quelques points qui ont été soulevés et voir comment ils pèsent sur la solution ou sur la non-solution. Alors, très rapidement, je vais parler un tout petit peu du terrain, mais un tout petit peu plus conceptuellement que tu ne l'as fait, Thomas, et puis ensuite parler de ce qui peut être attendu par cette conférence qui est fixée, je vous le rappelle, pour le 22 janvier, si toutefois elle se tient. Alors très rapidement, et là je reprends en fait ce qu'a dit Thomas, mais je l'ordonne, je dirais qu'il y a plusieurs choses sur le terrain qui sont très frappantes depuis un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a depuis grosso modo le tournant, à mon avis, très important dans cette crise qui a été la crise chimique, c'est-à-dire l'épisode chimique, c'est-à-dire ce fameux, ou ce nom, en anglais j'aurais dit infamous event du 21 août 2013. Il y a eu une série de choses qui sont quand même frappantes et qui font qu'à mon sens, en tout cas, on ne peut plus vraiment parler de la situation syrienne comme on en parlait avant. Ce ne sont pas des changements de degré, ce sont presque des changements de nature. Alors, une chose qui n'a pas tout à fait été dite jusque-là, on n'a pas prononcé le mot de Kurde, par exemple, sauf très rapidement Thomas, mais je crois qu'on est aujourd'hui devant une situation militairement qui est extrêmement bizarre pour toutes les personnes qui ont étudié un tout petit peu les guerres civiles ou les conflits internes. On est dans une guerre aujourd'hui qu'on doit constater malheureusement, qui est une guerre à quatre fronts. C'est-à-dire qu'il y a on n'est plus dans un affrontement frontal entre régime opposition, régime rébellion, régime révolution. On est dans une guerre à quatre fronts dans lequel on a évidemment le régime. Et encore là, je ne veux pas être très alarmiste, mais on commence déjà à peut-être percevoir, si la guerre dure, et c'est exactement ce que vous laissiez entendre, la milicianisation du comportement du régime, on pourra peut-être voir demain des affrontements pour des prédations, etc., au sein même des factions du régime. On n'en est pas encore là, mais on peut voir déjà, parfois, ça et là, des tiraillements entre les combattants chiites, justement, du Hezbollah, de Abu Fadl al-Abbas, et parfois la garde républicaine. Enfin, il n'y a pas tout à... Donc, on a déjà un front qui est le régime. On a une deuxième partie qui est l'armée syrienne libre dans ses composantes entre guillemets acceptables, j'utilise ce terme, c'est pas très politique, mais qui va du front islamique jusqu'à le commandement suprême de Salim Idriss, c'est-à-dire une armée syrienne libre avec laquelle on peut encore traiter, ou le monde dit qu'il va traiter. Puis on a la frange des djihadistes radicaux, c'est-à-dire essentiellement les deux composantes, c'est-à-dire Jabhat al-Nusra et essentiellement l'armée de l'Irak et du Levant, donc troisième composante. Et on a la composante kurde qui, de plus en plus aujourd'hui, fait son chemin d'une certaine façon toute seule, et à mon avis en tout cas, un peu comme le laissait entendre Thomas pour la frange radicale des islamistes, qui rend des services objectivement, en tout cas en faisant cela,
au régime, c'est-à-dire essentiellement le PYD, qui est la branche la plus efficace de la dimension kurde syrienne, et que je ne suis pas le seul à soupçonner de faire le jeu du régime, mais que même Massoud Barzani lui-même, c'est-à-dire le président de l'autorité régionale du Kurdistan irakien, qui n'est pas quelqu'un d'illégitime pour parler de ces questions, accuse le PYD d'être, au fond, en fait, un sous-marin du régime. Donc on a une guerre à 4 fronts, ce qui est déjà très compliqué. Donc déjà, je mets un premier point d'interrogation sur Genève dans le sens du format. C'est-à-dire on invite 2 parties, mais en fait on est déjà dans un monde où on est plus que 2 parties. Bon, 4, moins, plus, comme vous voulez, mais on n'est plus à 2 parties, ce qui déjà pose un point d'interrogation sur l'architecture de cette conférence. Deuxième chose, et là je reprends ce que disait Thomas, mais en le mettant un tout petit peu dans le même fil, c'est là aussi qu'après le 21 août, c'est-à-dire la gestion diplomatique internationale de l'événement chimique, et là vraiment je ne vais pas rentrer dans qui a fait quoi, etc., c'est vraiment pas la question, quel que soit ce que chacun de vous a envie de penser sur ce qui s'est passé, la gestion de l'après 21 août a produit un effet pervers inimaginable, qui est d'abord la relégitimation, terme que j'emploie avec horreur, parce que c'est un peu paradoxal, la relégitimation du régime Bachar alors qu'il était au summum de sa criminalisation, c'est-à-dire le 21 août au soir, le 22 août au soir, Bachar al-Assad était même pour ses alliés, russes et peut-être certains Iraniens, quelqu'un qui avait fait une bêtise et qui s'était mis du mauvais côté du manche. Le 28, 29, en tout cas le 14 septembre, il est repêché par une sorte de miracle international. Non seulement il est repêché, mais il est remis en selle, légitimé par la signature de la Convention sur les armes chimiques, et jusqu'au point où John Kerry, qui n'en est pas à sa première contradiction, dit dans une de ses multiples déclarations « We have to praise Bashar al-Assad's cooperation in disarming the chemical weapons arsenal in Syria », ce qui est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'on praise quelqu'un comme Bachar al-Assad. Et à contrario, on a ce que Thomas citait, c'est-à-dire que tout d'un coup, et je crois que plus tard, quand on regardera ça calmement, on verra la corrélation, elle est directe, c'est de là que date l'effondrement total de la machine ASL, coalition même, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est-à-dire l'opposition, rébellion, révolution dans sa forme, disons, encore acceptable par le monde occidental, et le passage du curseur de la révolution et de la rébellion armée et du terrain vers quelque chose de beaucoup plus islamiste. Alors on est passé au front islamique qui se forme dans la semaine d'après l'attaque chimique, l'embryon, en tout cas Jaish al-Islam, puis ensuite Jabhat al-Islam, et puis le début de la décrédibilisation de la coalition avec tout le ballet de Genève 2. Est-ce qu'on peut encore aller à Genève 2 après ce qui s'est passé sans sortir de Genève 2 complètement grillé? C'est la question que tu laissais en suspens à la fin, qui pose pour moi la deuxième difficulté de Genève. Quand bien même tout le monde va à Genève, la question n'est pas de savoir si on va à Genève, c'est de savoir comment on en ressort. Parce qu'on peut y rentrer, mais comme dans une moulinette, on risque d'en sortir complètement coupé en pièces et ne pas exister le lendemain. Et la communauté internationale sera bien en mal le lendemain de Genève si un des acteurs s'est effondré du fait de la négociation qui n'aboutit pas, de trouver quelqu'un d'autre qui viendra pour le Genève 3 ou le Genève 4. Ça, c'est aussi la deuxième question. Le troisième aspect du terrain, je crois, qui est devenu une donnée durable, parce qu'elle n'était pas durable jusqu'à ces épisodes-là, et Thomas l'a bien montré du point de vue des factions islamistes, mais on a, quelles que soient les oscillations journalière, hein. C'est un peu comme la bourse, il y a des oscillations, ça monte, ça descend, un jour tel village, telle bourgade est prise, etc. Mais si on fait une sorte de moyenne mensuelle, je dirais, on est dans un stalemate durable, on est dans une impasse durable militaire. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde sait qu'avec les forces actuelles du régime et ses supplétifs régionaux essentiellement chiites, et malheureusement il faut appeler les choses par leur nom, qui, Thomas, je suis désolé de te démentir, mais qui sont devenus presque aussi nombreux que ceux de l'armée syrienne. Hein, parce que l'armée syrienne fonctionne aujourd'hui à grosso modo 70 000, 80 000 hommes. D'après les renseignements que certains peuvent avoir, l'essentiel des forces chiites combattantes approxime aujourd'hui les 40 000.
C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans un rapport de supplétif, on est presque dans un rapport même de leading, parce que sur certaines batailles, c'est eux qui ont la commande directe. Donc avec ça, comme tu as dit, militairement, techniquement, etc., le régime ne peut plus reprendre toute la Syrie, et quand bien même il pourrait la reprendre, il ne s'agit pas simplement de régner sur un champ de ruines ou sur des cadavres, il faut pouvoir exercer le pouvoir politique, et là, ce n'est pas la force armée qui le fait, c'est tout simplement la capacité gramscienne à dominer, c'est-à-dire à avoir l'adhésion des gouvernés à son gouvernement, quelque injuste qu'il soit. Or, ça, c'est fini. De l'autre côté aussi, avec les choses qu'a expliqué Thomas, la rébellion est incapable aujourd'hui de prendre d'assaut Damas, en tout cas, pour terminer le régime dans les conditions que l'on sait. Donc on est dans une impasse durable avec ce qui est notable aussi, alors que certains experts, au début de l'été, moi j'étais déjà un tout petit peu sceptique sur cette histoire, qui prévoyaient qu'avec la fatigue viendrait la désescalade du conflit, la déflation de la violence, on est au contraire dans des nombres qui, au fond, non seulement restent approximativement les mêmes que ceux qu'on avait au printemps passé, mais parfois avec des pics supérieurs. C'est-à-dire hier 220 à Alep, l'épisode chimique qu'il ne faut pas oublier, et d'autres, les pertes du Hezbollah qui les 3-4 dernières semaines passent au-dessus de 40 par semaine, alors qu'avant ça se comptait par unité. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale, nonobstant l'impasse militaire, on est dans une spirale où les dégâts deviennent énormes et sont appelés peut-être, probablement, malheureusement, à augmenter. Alors, je finis sur ce point de terrain par des questions prospectives. Qu'est-ce qui peut se passer? À mon sens, en tout cas, et ça a été un tout petit peu... on y a fait allusion tout à l'heure, les deux parties vont essayer, comme c'est le b.a.-ba de la négociation, d'arriver à la table de négociation avec, en tout cas, le moins de pertes sur le terrain et peut-être le plus d'acquis possible. Le régime essayant de cautériser et de neutraliser et de sanctuariser la région autour de Damas, qui va de la Ghouta jusqu'à Kalamoun, parce que c'est le poumon vers le Liban. Donc, probablement une offensive qui va être menée là. Ce matin, j'ai lu d'ailleurs une déclaration de quelqu'un dans le cercle du pouvoir syrien qui disait que Bachar est déterminé à finir Kalamoun avant Genève 2. Je ne sais plus qui l'a dit, je n'ai pas le nom en tête. Et donc ça voudra dire beaucoup de choses aussi pour le Liban, mais on n'est pas là pour en parler, parce que ça voudra dire que ça va embraser probablement la Beka libanaise, puisque techniquement ils sont obligés de passer par là. Deuxième chose, il va y avoir très probablement d'ici là, mais c'est une autre question aussi, la montée en puissance du nombre de réfugiés avec la bombe à retardement humanitaire et politique qu'elle pose. Et je crois que c'est un peu cela. Et les rebelles vont essayer de consolider les gains qu'ils ont jusqu'à maintenant, c'est-à-dire essentiellement ceux de Alep et la région nord et ceux de Daraa et la région sud. Donc voilà un peu pour la situation sur le terrain. Je dis tout ça, ce n'est rien de nouveau, mais pour pouvoir parler de Genève 2 en ayant des choses concrètes sous la main. Alors quel est le problème de Genève 2 essentiellement? Les problèmes de Genève 2, qui est Montreux maintenant, sont multiples. Alors tout d'abord, il y a une question qui, je ne sais pas à quel point la plupart d'entre vous sont dans les micro-détails de la question syrienne, mais on est bientôt à un mois de Genève 2 et on ne sait toujours pas, pas seulement nous ici, mais moi ou vous, mais disons pas les acteurs, mais les créateurs de Genève 2, c'est-à-dire les parrains de Genève 2, américains et russes essentiellement, et l'ONU incarnée par l'ambassadeur Lakhdar Brahimi, on ne sait toujours pas jusqu'à ce jour quelle est au fond la plateforme textuelle de Genève 2. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va aller discuter à Genève 2. Vous savez que toute conférence internationale se fait sur... ce ne sont pas des conditions, comme le dit le régime syrien, j'y vais sans conditions, les autres doivent... Il ne s'agit pas de conditions, il s'agit d'un cadre de dialogue minimal qui est d'habitude mis dans la lettre d'invitation. C'est-à-dire quand on vous invite à une conférence internationale, il y a un ordre du jour, on va discuter de cela. Maintenant, les conditions, c'est autre chose. Mais on va discuter de cela et pas d'autre chose. Or, jusqu'à ce matin, il n'y a toujours pas de cadre de référence à Genève 2. L'opposition et une partie de ses amis, c'est-à-dire la partie bienveillante de ses amis, alors je ne sais plus si on peut encore y mettre les États-Unis, continue à dire on va à Genève 2, qui, comme son nom l'indique, est Genève 2,
c'est-à-dire c'est la mise en œuvre de Genève 1. Bon, moi, je suis un chercheur laborieux et honnête, je prends le papier de Genève 1 et je lis ce qu'il y a dedans. Il y a 6 points. Et dans les 6 points, il y a 3 lignes qui sont au fond le cœur du logiciel de Genève 1, qui devrait logiquement être mise en œuvre à Genève 2, et qui est la fameuse phrase sibylline, mais qui en fait est très lourde de sens. Genève, le processus de réconciliation intersyrien doit déboucher sur la création d'un corps de gouvernance, governing body, transitional governance body, donc un corps transitoire de gouvernance, agréé par les deux parties, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon polie de dire que les deux parties ont un veto mutuel sur le choix que fait l'autre partie. Donc on peut penser que Bachar dira non à certaines personnes et les autres personnes diront non à Bachar, qui est supposé avoir les pleins pouvoirs et les pleins prérogatives sur les appareils d'État et de sécurité pendant une période transitoire dont on ne dit pas qu'elle est de 6 mois, en vue de la transition politique démocratique, des élections libres, etc. Sous-entendu que, puisque dans d'autres passages du texte on parle de justice transitionnelle, sous-entendu que ceux qui sont à l'origine du drame syrien devront probablement sortir du paysage. Ça, c'est Genève 1. Maintenant, s'il y a d'autres explications, je suis prêt à en discuter. Donc, si on va à Genève 2 pour parler de Genève 1, voilà Genève 1. De l'autre côté, l'autre parrain de Genève 2 dit non, on va à Genève 2 les mains dans les poches. On va pour voir ce qu'il y a sur la table. Or, on sait très bien en politique et en diplomatie que quand on va voir ce qu'il y a sur la table, ça veut dire on va voir ce qu'il y a sur le terrain. Et donc, chacun ira avec ses gains sur le terrain, les mettre sur la table et dire voilà, moi je ne peux pas être vaincu, donc vous vous soumettez. Les autres disant moi je n'ai pas encore été vaincu, donc je ne me rends pas. C'est probablement la conclusion de Genève 2 que citait Thomas. On repartira en ayant chacun fait son exercice rhétorique. Ça, c'est le premier problème de Genève 2, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va discuter. Le deuxième problème de Genève 2, qui est un tout petit peu du même ordre, mais là qui touche, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus fondamental, et là je rejoins un peu ce qu'a dit avec des accents très, très émouvants Salam, c'est non pas qu'est-ce qu'on va discuter à Genève 2 en termes de texte diplomatique, mais de quel problème on va discuter à Genève 2. Et c'est là où je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement vicié à la base de cet exercice-là, qui est la différence de ce qu'on appelle en anglais les narratives, sur comment on décrit ce qui se passe en Syrie. Si vous arrêtez quelqu'un, vous lui dites il y a quelque chose de grave qui se passe en Syrie depuis 3 ans, comment on l'appelle? Alors, quelqu'un dira c'est une révolution, qui a mal tourné peut-être, un autre dira c'est une guerre civile, le troisième dira c'est une guerre régionale par procuration, etc. C'est peut-être les trois à la fois, on n'est pas là pour en débattre. Le problème c'est que si on va à Genève 2 pour résoudre le premier étage, la révolution, c'est-à-dire une société qui s'est rebellée contre un dictateur, c'est un type de solution qu'il faut apporter. Si on va pour régler une guerre civile entre deux partis plus ou moins à la légitimité équivalente qui se battent pour partager le pouvoir, c'est d'autres types de solutions qu'il faut apporter. Et si on va discuter d'un problème régional entre l'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, la planète Mars et je ne sais pas qui, c'est un autre type de solution qu'il faut apporter. Maintenant, il faut peut-être les trois, mais il faut bien dire en fait ce qu'on va résoudre à Genève. D'où l'idée qui est, à mon avis, celle qui va aussi faire que Genève 2 va produire quelque chose qui n'est pas celui qu'on attend, c'est qu'aujourd'hui encore, on est, à mon sens, on a 2 Genèves sur la table. Maintenant, bon, on a 2 Genèves et un Montreux, mais on a 2 Genève 2, disons. On a le Genève 2 syrien, c'est-à-dire qu'on va aller essayer de résoudre la crise des Syriens, alors que ce soit une guerre civile ou une révolution. Et il y a un autre Genève 2 qui, en fait, est devenu prépondérant depuis, décidément, Genève va nous envahir, depuis le Genève P5+1, le Genève iranien. D'accord ? Ce Genève-là, à mon avis, va être partout dans la salle de Genève 2, mais nulle part sur la table. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir entre Syriens, probablement, soi-disant, mais il y aura une salle à côté où il y aura, au fond, les joueurs internationaux et régionaux qui, eux, vont probablement gérer des deals qui sont ceux de l'annexe de Genève P5+1 iranien, en espérant que les retombées résoudront la crise syrienne.
Ça, c'est quelque chose que les diplomates adorent faire, c'est-à-dire traitons le cadre et puis la question elle-même se résoudra. Je leur conseille dès maintenant de ne pas trop perdre leur temps à cette histoire, puisque ça ne va rien donner, parce que justement, on est dans un problème de narrative et que l'ensemble de l'approche de la communauté internationale, pour ne pas parler du régime évidemment, mais essentiellement des acteurs puissants de la communauté internationale, c'est-à-dire ceux qui ont la réelle capacité de nuisance, à savoir la Russie et l'Iran, continue à mettre l'étage, la partie révolution, etc., sinon à zéro, mais en tout cas très bas dans l'échelle des préoccupations réelles. C'est-à-dire qu'on va aller parler de comment faire en sorte que l'Arabie saoudite et les États du Golfe arrêtent leur financement aux factions radicales. Comment faire en sorte que l'Iran montre un meilleur comportement sur la scène internationale à partir de la Syrie, ce qu'elle n'entame pas du tout jusqu'à maintenant. Comment faire en sorte que l'on finisse de démanteler l'arsenal chimique syrien, comme si la question syrienne était une question de désarmement de type SALT 2 ou START 1, alors que c'est quelque chose qui est arrivé uniquement au bout de 3 ans pratiquement de conflit. Tant qu'on ne résoudra pas le cœur de la question, qui est que ça a commencé, qu'on le veuille ou pas, le 15 mars 2011 comme une révolte contre un régime insoutenable, en tout cas pour les Syriens, tant qu'on ne voudra pas s'adresser à cette question, on peut traiter tous les cadres régionaux qu'on veut. Comme a dit Thomas, la violence continuera sous des formes qui vont muter probablement et qui seront très probablement encore plus insupportables et insoutenables pour nous, communauté internationale, qui regardons la Syrie. Donc ça, c'est le deuxième grand problème de Genève 2. Et le troisième grand problème, même si tout cela était résolu, c'est la capacité des deux parrains du processus à peser sur ce qu'ils veulent encore eux-mêmes considérer comme leurs clients ou leurs suiveurs, alors qu'ils ont en fait, à mon sens, et tu l'as dit, largement échappé à leurs protecteurs. C'est-à-dire quel est aujourd'hui, après l'épisode chimique, après les oscillations, après ce qui a été dit sur le fait qu'Obama, au fond, considère la Syrie comme au mieux une sorte de sparadrap qui lui colle au doigt, au pire comme un problème qu'il faut étouffer à tout prix et peut-être même jusqu'à remettre en selle Bachar al-Assad, comme le lui murmurent à l'oreille certains des anciens chefs de la CIA, comme Michael Hayden il y a quelques jours. Quelle est, à partir de cette posture-là, de cette approche, sa capacité de levier sur l'opposition réelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut encore commander à cette opposition qui déjà est famélique et affaiblie, etc. Qu'est-ce qu'il peut encore lui imposer comme solution? C'est-à-dire, dans la mesure où il ne pèse plus sur elle, sa capacité de lui extorquer quelques concessions que ce soit est très faible. Alors, vous me direz, il y a les autres protecteurs de cette opposition qui, eux, vont jouer leur part. Mais c'est là aussi où on retrouve les effets pervers à la fois de la question chimique et de Genève P5+1. Les États du Golfe, après ce qui s'est passé avec l'Iran, ont très peu envie de rendre service à Barack Obama à Genève 2 et ont très peu envie de lui rendre service en faisant quelque pression que ce soit sur l'opposition pour qu'elle concède. Idem pour la Russie. Alors la Russie pérore continuellement en disant qu'elle ne soutient pas le régime syrien, qu'elle, au fond, n'est pas intéressée à la personne de Bachar al-Assad, mais qu'elle défend des principes de droit international. Alors moi, j'ai fait du droit international dans le temps. Je crois que même le droit international que j'ai fait dans le temps, qui était avant la fin de la guerre froide, ressemble très peu à celui que défend la Russie poutinienne. Mais passons. Même avec cela, lorsque vous poussez la Russie dans ses derniers retranchements, dans un débat avec les diplomates russes, ils vous disent « mais c'est vrai qu'on a très peu de leviers, au fond, sur le clan Assad au pouvoir, sur la mafia Assad et consorts, et qu'on peut peut-être donner des conseils. La preuve, c'est que ce régime, au fond, périodiquement, il fait du mal à nos amis les plus proches. Par exemple, le lendemain de son retour de Moscou et de Pékin, un des opposants alaouites, ils ne sont pas tous sunnites, se fait arrêter sur la route de l'aéroport, croupi dans les geôles des mukhabarat de l'air. La Russie est incapable non pas seulement d'obtenir sa libération, mais même de faire un communiqué pour dire que ce comportement est inacceptable. Un autre opposant, Raja Nasser, qui s'apprête à aller à Genève pour rencontrer Bogdanov, pour préparer Genève 2 justement, se fait arrêter lui-même aussi par les services de renseignement du régime, et Moscou ne dit pas mot. Donc il y a aussi cette capacité qu'il faut remettre en question peut-être de la Russie
de, un jour, venir dire à son copain Bachar et ses cousins et ses frères, etc., écoute mon vieux, on a tout fait pour toi, mais là, il faut partir. On t'assure une impunité, une villa à Sochi. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que Bachar fera ses valises pour partir. Pourquoi? Et c'est là où on revient à Genève P5+1, parce qu'au fond, ce régime, aujourd'hui, est tenu par quelque chose d'autre. Il est tenu par une autre type de stratégie régionale qui est celle de l'Iran dans son grand jeu avec le monde occidental. Donc c'est là où on retrouve, si vous voulez, encore une fois, une sorte de théâtre d'ombre que va être Genève 2, c'est-à-dire un théâtre chinois, d'ombre chinoise, où on va penser qu'on est en train de parler de la Syrie avec les Syriens. Et entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse pour dire que jusqu'à ce jour, le nombre de participants internationaux qui ont dit qu'ils allaient à Genève est 15 fois supérieur à celui des Syriens. C'est-à-dire déjà, c'est une conférence sur la Syrie où il y a tout le monde sauf les Syriens jusqu'à ce matin. D'accord? Donc il y aura ce théâtre d'ombre et on va essayer à côté de parler du vrai théâtre, mais sans jamais le dire, qui est en fait les annexes de l'accord ou du grand accord qui devrait dessiner le Moyen-Orient pour la décennie qui vient. Donc je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes ou 1 minute, juste pour conclure jusque-là. Donc je dirais, à partir de là, quelles sont les perspectives de Genève 2 si tout reste comme ça. Je crois que Thomas l'a dit, je le redirai autrement, si Genève 2 se tient, c'est-à-dire si Montreux se tient le 22 janvier, s'il se tient, ce qu'on peut attendre à la limite de mieux, et ce n'est pas négligeable, c'est toujours ça à prendre, mais ça n'a rien à voir avec le cœur de la question, c'est des arrangements marginaux, latéraux, qui peut-être aideront, et c'est ce que je vais dire est affreusement cynique, aideront la crise syrienne à continuer à vivre dans le temps, c'est-à-dire à devenir ce qu'elle est déjà, mais de façon plus ordonnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais un protracted conflict, c'est-à-dire un conflit à longue durée qui mute de forme en forme. C'est un peu ce que le Liban a connu entre 75 et 90. En faisant quoi? En obtenant du régime peut-être l'ouverture de certains corridors humanitaires. Alors bien sûr, le régime le fera parce que ça l'aidera aussi à se remettre en selle et à se relégitimer. On signera peut-être un vague papier qui dit tout le monde s'engage à lutter contre les enlèvements de religieux, etc. On va lutter tous contre les factions islamistes. On va peut-être s'engager à ne plus utiliser tel ou tel type d'armes, etc. Le temps de faire patienter la communauté internationale et la Syrie et ses voisins pour Genève 3, 4, 5, etc., qui au fond accompagneront le conflit en chaque fois reflétant le rapport de force réel qu'il y a sur le terrain, jusqu'au jour où il y aura quelque chose qu'on ne peut pas prévoir par définition aujourd'hui sur la scène internationale ou régionale ou syrienne, c'est-à-dire le signe blanc, comme on dit en finance, la mort de Bachar al-Assad, l'effondrement de l'Arabie saoudite, vous pouvez penser à ce que vous voulez, qui réglera la question syrienne un beau jour. Ça, c'est ce qu'on peut attendre de Genève 2 au mieux. Au pire, et c'est un peu ce que disait Thomas, Genève 2 se tient. Le Genève syrien dans ce Genève 2 ne mène à rien très rapidement, c'est-à-dire que très vite, soit parce que la nature et la qualité des représentants des deux parties ou d'une des deux parties est complètement insuffisante, c'est-à-dire si le régime syrien arrive au fond, avec la complicité russe, à faire ce qu'il avait envie de faire il y a quelques semaines, c'est-à-dire amener à la table des négociations sur les sièges réservés à l'opposition des clones à lui pour dialoguer avec lui-même. Donc ça, c'est un cas d'échec de Genève 2, c'est-à-dire des opposants de papier ou des opposants fabriqués par le régime à la 25e heure, comme certains ministres démissionnaires, etc. Ou bien si l'opposition qui va à Genève n'a pas la capacité réelle à mettre en œuvre ce qui a été décidé à Genève sur le terrain militaire et sur le terrain réel, dans ce cas-là, le lendemain de Genève 2 risque d'être pire que la veille de Genève 2, puisqu'on repartira de Genève d'abord en ayant désespéré encore plus les Syriens, en ayant très probablement effondré certains cadres qui existent encore, tels que ceux de la coalition, de l'armée syrienne libre sous sa nouvelle forme, etc., avec le curseur qui repartira, comme après l'épisode chimique, vers quelque chose d'encore plus radical, et très probablement aussi cet échec de Genève 2 sera considéré comme une victoire par les États qui jusque-là se sentent insatisfaits par
les règlements qui entourent la Syrie et qui donc reprendront après cela encore plus l'initiative et l'offensive en vue d'un round ultime de négociation. Donc tout ça pour dire que, et c'est une autre façon de répondre à la question de l'inaction de la communauté internationale ou d'une partie de l'inaction d'une partie de la communauté internationale, il ne s'agit pas du tout ici de non-ingérence sous des prétextes ou sous des labels légitimes, avouables ou nobles, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train, peut-être sciemment, mais très probablement pour certains inconsciemment, de laisser une situation pourrir à un point où à chaque fois qu'on croit en fait trouver le cadre d'une solution, la réalité du problème à solutionner est déjà bien avant et beaucoup plus dégradée que ce qu'il y avait au préalable. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci.